Joseph Gumbafood. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur France 3 Corse via Sté, là pour ce nouveau numéro de Contraste, où sur ce plateau, comme d'ordinaire, nos partenaires de RCFM et de Corse Matin. Bonsoir Patrick Vinciguer. Bonsoir. Bonsoir Roger Antèche. Bonsoir Sylvie. Notre invité maintenant, il est à peine quadragénaire et c'est déjà un vieux routard. Il fait partie du paysage politique insulaire depuis ses plus jeunes années, leader du PNC, au Barti d'Oudiana Diurnegours. Jean-Christophe Angeline est conseiller exécutif, président entre autres de l'ADEC, l'Agence de développement économique de la Corse. Rapport tendu avec l'État, friction au sein de la famille nationaliste, au sein même de la majorité territoriale, économie bien sûr, les sujets à évoquer ne manquent pas. Bonsoir Jean-Christophe Angeline. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Et une fois n'est pas coutume dans le Contraste, où nous allons commencer par parler football. Alors, laissons l'aspect sportif de côté pour évoquer plutôt l'aspect sociétal. Les incidents entre l'ACA et Le Havre en fin de semaine dernière ont généré des torrents de boue dans les médias nationaux, sur les réseaux sociaux. Vous avez appelé la classe politique insulaire à faire bloc contre ce que vous qualifiez de déferlement de haine. Est-ce que cette affaire n'a pas pris un tour, une ampleur disproportionnée ? Je ne le crois pas, Sylvia Koviva, parce qu'elle fait suite à un certain nombre de phénomènes comparables au long des dernières années, pour ne pas dire des dernières décennies. Et on voit bien que ce match-là, non pas au plan sportif, comme vous me le rappeliez, mais au plan de la culture que l'on veut développer à l'endroit des Corses, a suscité, je le répète, le même déferlement de haine, le même déchaînement de la part d'une certaine presse, souvent parisienne, de la part de certains observateurs. J'ai en mémoire un édito d'Inter, qui est par ailleurs une radio respectable et souvent de très bonne qualité, tout à fait inacceptable. Donc je crois qu'il faut distinguer les choses. Nous avons, et je le dis clairement, déploré les violences que l'on a pu constater aux abords du stade et sur la voie publique, non pas dans le périmètre du stade lui-même, comme cela a été dit à un moment donné, mais de la même manière, avec la même énergie, nous avons déploré et condamné très tôt les comportements d'une certaine presse et de certains commentateurs qui se sont empressés de recycler tous les vieux clichés à l'endroit des Corses, racistes, violents, etc. Nous l'avons dit, qu'il y ait dans l'île des racistes, c'est effectivement le cas, comme c'est le cas dans toutes les îles et dans tous les pays du monde, mais que l'on puisse, sous couvert d'un match de football, qui, avant même d'avoir débuté, aurait donné lieu à un certain nombre de désagréments, taxer un peuple tout entier de racistes, ça, c'est inacceptable. Jean-Christophe Angeline, en parlant de déferlement de haine, oui, de racisme anti-corse, est-ce que vous n'allez pas trop loin? Est-ce que vous ne jetez pas de l'huile sur le feu en jouant la carte de la victimisation à dessein? Vous brossez dans le sens du poids le plus grand nombre. On appelle ça de l'instrumentalisation et du populisme. Alors, l'accusation en populisme, elle est récurrente dans pareilles circonstances. Mais ce que je voudrais dire, qui me paraît de la vie générale, aujourd'hui très admis, on a vu la tentative que nous soutenons fortement, et même la mise en œuvre, d'un collectif d'avocats. Vous avez bien vu que dans ce collectif... Mais pourquoi faire pour répondre à des internautes anonymes qui à Tourcoing ou à Dunkerque disent du mal de la Corse? Il y a des avocats qui sont nationalistes et beaucoup qui ne le sont pas. Nous disons que dès lors, et je le dis, on se connaît assez les uns et les autres, sans aucune forme de racisme, même latent ou diffus, encore une fois, c'est aux antipodes de tous mes engagements et de tous mes combats. Mais si vous remplacez, et je ne parle pas des internautes, ou, pardonnez-moi l'expression, mais allons-y directement, des beaufs du coin, ou d'ailleurs, je parle de commentateurs qui ont pignon sur rue, d'hommes politiques de premier plan, je parle d'élus, et je parle de femmes et d'hommes qui ont malheureusement, en l'occurrence, autorité. Si vous deviez remplacer le mot corse par le mot juif, arabe, ou par la désignation d'une autre communauté, vous auriez immédiatement, non pas simplement un tollé dans l'opinion, mais aussi une procédure judiciaire, étant entendu, et c'est tout à fait légitime, et nous en sommes d'accord nous-mêmes, que désigner du doigt à la vindicte une communauté en des termes qui sont des termes ouvertement racistes, antisémites, ou xénophobes, donne lieu à un certain nombre de prolongements judiciaires. Pourquoi n'est-ce pas le cas? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu quand il s'agit du peuple corse. Et je suis d'accord avec vous. Et vous savez bien que ça a été le cas. Édouard Philippe, le Premier ministre, n'avait pas à prendre la parole sur ce dossier. Mais est-ce que Gilles Simeone, est-ce que vous-même, est-ce que Jean-Guy Talamogne, et puis d'autres, Laurent Marcande, tout le monde a pris la parole. Jean-Charles Orsucci, pour une affaire strictement de football qui importe la belle unanimité que vous venez de décrire, Patrick Vinciguer, elle est suffisamment rare dans le paysage politique pour qu'on la souligne. Si de Jean-Charles Orsucci... Pendant ce temps, ne parle pas d'autre chose, de choses plus importantes. Par toutes les composantes de la famille nationaliste, le ressenti et le message ont été unanimes. C'est bien parce que la réprobation et le ressentiment des Corses eux-mêmes ont été de la même manière très puissants.
je ne peux pas laisser dire que nous n'avons fait que monter au créneau sur ce plan-là. Ces dernières 72 heures, je vous invite à reconsidérer l'actualité de la majorité nationaliste sur des sujets aussi variés que le sport, le développement économique, l'accueil ou la préparation d'un certain nombre de déplacements importants, le sujet européen, Interreg 3, etc. Nous avons été en quelques heures à peine de tous les combats. Et je crois que les Corses n'auraient pas... On va y venir. On travaille au moins autant, mais on va y venir, Jean-Christophe. Les Corses n'auraient pas compris que nous ne parlions que de ça. Mais en même temps, je le dis et je le maintiens, ils n'auraient pas compris que nous ne parlions pas de ce sujet-là, dont je veux répéter, qui nous engage. Nous sommes dépositaires en tant que majorité territoriale. Et au-delà, en tant que nationaliste corse, des intérêts matériels et moraux de notre peuple, il a choisi à plus de 56% de nous donner les moyens de diriger la collectivité désormais unie. Ce que nous devons faire, c'est à chaque fois que notre peuple est attaqué, y compris de manière un peu vile, un peu basse, monter au créneau, répondre, y compris, et je le répète, en invoquant un certain nombre, désormais, espérons-le, de moyens de droit. Pour terminer sur le sujet, et peut-être parler effectivement des problèmes de la Corse et des vrais problèmes de la Corse, est-ce qu'il n'a pas manqué, à un moment donné, après les événements du vendredi soir, de la fermeté pour condamner avec la même force les agissements de 50 pseudo-supporters qui finalement auront plombé la montée en Ligue 1 de la CA, comme l'an dernier l'envahissement du terrain à Bastia a provoqué la descente du Sporting en National 3. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Je suis, et nous sommes d'accord pour déplorer publiquement mais il faut le dire fort, les comportements, et je dois pouvoir dire que j'ai été parmi les premiers à communiquer, puisque l'on parle de communication, sur ce thème-là, en disant que l'on ne pouvait pas amalgamer et réduire le sort du club et le sort du football corse, qui s'est un peu joué ce soir-là, à quelques dizaines d'individus dont le comportement a pu peut-être, et c'est un fait, être excessif. Mais, et c'est fondamental, d'une part, quand pareils incidents, Roger Antèche, se produisent aux abords de tous les stades de France ou d'Europe, ils ne sont jamais imputés au club organisateur, aux parties prenantes de la rencontre visée. Jamais. Et Dieu sait que nous avons connu des événements autrement plus graves. J'ai en mémoire l'anecdote racontée ces dernières heures par Michel Castellagne, qui a été proprement pris à partie, alors même qu'il était, je crois, déjà député. On voit bien qu'il y a régulièrement des problèmes graves, qui jamais, encore une fois, ne sont imputés. On a même tendance à les minimiser. D'autre part et surtout, moi je veux croire... Ça ne nous oblige pas à faire de la... Je veux croire. On est d'accord, mais ni populisme, ni instrumentalisation, Patrick Vinciguer, ni ambiguïté. Mais je veux croire en même temps que l'affaire du bus a servi, pardonnez-moi, je le dis sans complotisme aucun, de prétexte au déferlement que l'on a largement évoqué, et plus sûrement à l'organisation d'une descente en flammes du club corse qui est resté en lice, en l'occurrence la CA. Moi je veux croire et je veux penser que même si cet incident-là ne s'était pas produit, nous aurions eu un certain nombre d'autres choses et vraisemblablement d'autres prétextes qui auraient été convoqués. D'ailleurs, et je pense qu'on en terminera sur le sujet, même s'il est fondamental, quand on entend le chauffeur du bus qui a été réquisitionné pour convoyer les dirigeants après les incidents, quand on entend et que l'on constate un certain nombre de faits, et que l'on sonde les témoins. Pourquoi les faits qui ont été dénoncés par la députée du Havre n'ont-ils pas été rendus publics avant? N'est-il pas scandaleux, vous l'avez dit vous-même, Patrick Vinciguer, que le Premier ministre, dont chacun sait à quel point son destin est lié à celui de la ville du Havre, soit monté au créneau aussi directement, aussi violemment? Vous dites que nous communiquons, mais le Premier ministre de la France n'a-t-il pas autre chose à faire dans le contexte périlleux que traverse le pays, la France, que de monter au créneau comme il a fait? À mon avis. Alors il n'y a pas d'autre priorité. Justement, donc je crois, en général, que dès lors que nous étions opposés au Havre, qu'une mécanique devait s'enclencher, elle s'est enclenchée, elle a pris le beau prétexte, l'argument du bus et des incidents qui ont émaillé le début de la rencontre, mais encore une fois, ça n'est imputé aux clubs corses que parce qu'ils sont corses, ça n'est imputé aux autres clubs nulle part ailleurs, et surtout, ça n'est pas acceptable parce que ça sert de prétexte à un torrent de haine et de boue. Et ceci, comprenez-le bien, jamais nous ne pourrons l'accepter. On siffle la fin de la rencontre pour parler de choses, qui sont peut-être beaucoup plus fondamentales. Josiane Chevalier, nouvelle préfète de Corse, a pris ses fonctions en début de semaine. Dans un entretien à nos confrères de Corse Matin, elle a déclaré vouloir renouer des relations plus normales. Fin mars, vous déclariez, c'est la pire négociation conduite en 30 ans de débat et de dialogue avec l'État. On ne peut pas continuer à recevoir benoîtement, docilement, un certain nombre de ministres. C'est ce qui s'est passé encore récemment, puisque Gilles Simeoni
a reçu le secrétaire d'État à l'action et au compte public. Bruno Le Maire est attendu début juin. C'était quoi? C'était une pierre dans le jardin de l'exécutif de dire on ne peut pas continuer à recevoir des ministres docilement? Non, c'était une demande de débat. Demande de débat qui court encore d'ailleurs. Qui n'a pas eu lieu. Qui a un peu eu lieu en conseil exécutif et comme ensuite au sein de la majorité. Pourquoi ce débat-là est-il important? Je redis, je répète bien volontiers ce que j'ai déjà eu l'occasion de déclarer. Je pense que c'est la pire négociation jamais conduite en 30 ans avec l'État et la Corse. Il y a deux parties pour négocier. Mais c'est vous qui vous mettez en cause la façon dont vous, pouvoir territorial, majorité nationaliste, avez mené cette négociation. Pas du tout. Par exemple, la manif avant la venue, c'est pas ça que vous remettez en cause. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Globalement, il y a toujours des choses qui sont perfectibles. Il y a peut-être des actes du parcours, du processus qui a duré des mois, que nous aurions peut-être pu poser différemment. Mais de manière générale, et je le dis très sereinement et très sincèrement, la majorité ne me paraît à aucun moment devoir être mise en cause. Donc le pire, c'est pas vous. Ce qui est en cause, Roger Antèche, c'est le comportement de Macron, à l'endroit duquel peut-être avons-nous été trop bienveillants à un moment donné. Je veux parler de la pré-campagne, puis de son élection. Et il a été reçu. Je rappelle quand même que nous avions, hein. pour faire barrage à Marine Le Pen, appelé publiquement un certain nombre de choses. Je constate, mais c'était prévisible, qu'à aucun moment il n'en a été tenu compte, et qu'à l'inverse, ça a été, là aussi, une forme de déchaînement jusqu'au discours de Bastia, à l'Albor, dont je veux dire ici, pour l'avoir déjà développé par ailleurs, qu'il a été humiliant, pas que pour les nationalistes, pour le peuple corse en général. Et parler en ces termes, sur la forme, des décennies après que l'on ait commencé à parler de la Corse en termes de peuple, depuis Mitterrand, que l'on ait commencé à parler de notre île en des termes très ouverts. Je pense par exemple au processus de Matignon, à Michel Rocard lors de son discours de politique générale dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale au Palais Bourbon, à d'autres comme Jox, etc. C'est marquer un recul qui est un recul inacceptable. D'ailleurs, ça renvoie un peu à l'approche giscardienne. Il n'y a pas de problème corse. Il n'y a que des problèmes en Corse. À partir de là, ça a été la pire négociation, je le répète. Elle ne nous est pas imputable et pour cause. Parce que nous n'écrivons pas. Et pour reprendre l'argument de Roger, l'organisation d'une manifestation 3 jours avant était-elle opportune? La question de la manifestation, posée au début du processus, ne peut pas être considérée comme impactant, sinon positivement pour nous, le déroulement des choses. Quand Jacqueline Gouraud nous dit... Et le retour sur le devant de la scène de Charles Pierre, est-ce qu'il a impacté les négociations? Écoutez, je ne prête pas ce pouvoir à M. Pierre, pas plus qu'à d'autres. Il faut qu'on soit sérieux. Vous pensez que du plus haut niveau de l'État, on considère le retour d'un militant ou l'arrivée de tel ou tel comme étant de nature à tout interrompre? Il a été avéré qu'Emmanuel Macron a eu sous les yeux le fameux poste de Charles Avant Pierre. que l'on parle du poste de quoi que ce soit d'autre, parce qu'il ne faut pas faire de langue de bois, et vous me connaissez, je suis ouvert à toutes les discussions et à tous les sujets. Quand Mme Gouraud nous dit, vous demandez un pouvoir d'adaptation législative et réglementaire, ce que l'on demande plus précisément, c'est un pouvoir législatif et réglementaire de plein droit. De plein exercice et de plein droit. C'est d'ailleurs sur ce thème-là que nous avons été élus. Nous avons également demandé une autonomie fiscale. On vient nous dire, vous adapterez. Mais on le fait dans des conditions dont nous avons relevé que telles qu'appliquées au cours des dernières décennies, elles n'avaient donné lieu qu'à des échecs. Ça n'est pas moi qui le dis, ce fut en son temps Pierre Chaubon, qui est un juriste éminent et qu'on ne peut pas suspecter de complaisance à notre endroit, et qui a dit en sa qualité à l'époque de président de la commission des compétences législatives et réglementaires, 40 demandes de tentatives d'adaptation législative et réglementaire, 38 non-réponses, 2 refus. Donc nous disons, l'adaptation au coup par coup ne peut pas fonctionner. Nous ne demandons pas, en l'état des choses, même si encore une fois on aurait pu le faire, mais par pragmatisme, l'habilitation générale, c'eût été l'autonomie dont on a très tôt compris qu'elle n'était pas acceptée. Mais très clairement, Jean-Christophe Angelini, cette page-là, elle est tournée. Le gouvernement a dit... Non, elle n'est pas tournée, Sylvia Coivy. Elle n'est pas tournée. Je vais vous dire pourquoi. Nous demandons une adaptation qui pourrait être sectorielle, mais générale, permanente, au sens où elle n'induirait pas de sollicitation au cas par cas du Parlement, du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, etc. Ça n'a pas été accepté. Alors qu'on nous avait dit le contraire. Par la suite, on nous dit, nous pouvons examiner l'idée que vous évoluiez en dehors de vos champs de compétences, en clair, que vous fassiez des propositions d'adaptation qui ne soient pas dans le giron des compétences actuellement dévolues à la collectivité unie. Même réponse. Donc, je veux dire, il ne faut pas qu'on cède, Patrick Michubert, au complexe du colonisé
qui consisterait à considérer, parce que nous avons pu commettre des erreurs ces dernières années, que Paris a bien fait de nous donner la fessée. Ce qui s'est passé, d'un point de vue démocratique, c'est pas acceptable. Enfin, on a fait 56%. En juin dernier, on a fait élire 3 députés sur 4. Vous parlez de la manif. Il y a eu 12, 13, 15 000 personnes dans les rues. Le peuple corse, massivement, nous soutient. Et au moment où d'autres nous rejoignent, je veux rappeler ici que le groupe de Jean-Charles Orsuch a voté la résolution que nous avons proposée à l'Assemblée de Corse. Ce n'est pas 56% des Corses qui l'ont voté à travers les élus de l'hémicycle. C'est plus de 70. 2 tiers des gens, des milliers dans la rue, 56%, rejoints par d'autres, 3 députés sur 4. Et on nous dit encore non. Alors moi, je veux dire ce que je pense. Et c'est pour ça, Sylvia Coivive, que je pense que le combat, et je pèse mes mots, que le combat n'est pas fini. Il y a 2 types de mobilisation. Malgré le ras-le-bol de la population, on le ressent, les gens en ont marre de cette séquence qui n'a que trop duré, cette séquence institutionnelle. Les gens, et ils ont raison, nous demandent des résultats plus rapides. Et occupez-vous de la collectivité unique. Dans d'autres domaines que les institutions ou le débat constitutionnel. Et ils ont raison. Ils ont raison. Parce que nous avons aussi été élus pour modifier le quotidien des Corses. Mais moi, je veux dire 2 choses. La première, c'est qu'on ne peut pas opposer, dans une dichotomie, à mon avis, un peu malsaine, et je ne vous fais aucun procès. Vous avez dit vous-même, on ne va pas attendre les bras ballants que le gouvernement nous donne l'autonomie. Je vais développer ce qui relèverait du quotidien des Corses et ce qui relèverait des institutions ou de la Constitution. Parce que tout est lié. Et dire en permanence... Je ne suis pas sûr que sur ce point, les Corses l'aient compris du reste, que tout était lié. Peut-être et ça peut être un défaut d'explication de votre faire preuve, et je l'accepte volontiers, de davantage de pédagogie. Mais je vais le poser en caricaturant. Imaginons un pays, Patrick Michiguer, dans lequel, pour schématiser, mais pas tellement, les trains arrivent à l'heure. Mon ami Van, il ne m'en voudra pas. Et en plus, c'est le cas. Dans lequel les déchets ne posent plus aucune difficulté. Dans lequel les transports sont moins coûteux, fréquents, plus réguliers, etc. Ça va le devenir. Mais dans lequel il n'y aurait plus de langue. Dans lequel la terre aurait été vendue en totalité ou presque au plus offrant. Dans lequel le drapeau n'aurait plus aucune signification. Dans laquelle le peuple ne serait plus rien. Sinon une espèce de communauté vaguement diluée dans des valeurs imprécises. On n'en serait pas d'accord. Mais à l'inverse, et je vous rejoins en cela, si nous nous contentions d'agiter, je caricature, les symboles, sans résoudre aucun des problèmes du quotidien, les Corses, et à bon droit, pourraient se retourner vers nous. Alors moi je dis que le nationalisme corse, aujourd'hui, il doit marcher sur ses 2 jambes. Il y a une jambe qui doit consister à continuer le combat, parce qu'on ne peut pas se résigner à accepter ce qui nous est tendu. Ça n'est pas possible. Et il y a une jambe qui consiste effectivement à avancer sur les problèmes du quotidien. Mais Patrick Michiguer, moi je veux dire ici, y compris pour avoir été un peu critique, et pour l'être encore, à l'endroit de certaines choses, que la Corse de 2018, elle va mieux que celle de 2015. Elle va mieux que celle de 2005. Elle va mieux que celle de 95. Et ce pays, qui connaît moins de grèves, même si les grèves sont légitimes, mais qui au moins au niveau des transports maritimes a entamé une trajectoire plus durable et plus vertueuse. Ça tient du privé, ça ne tient pas du public. Dans l'économie aussi. Vous n'avez pas retiré le droit de grève, vous n'avez pas retiré. Non, on n'a pas retiré le droit de grève, et pour ma part, je ne suis pas favorable. Mais nous avons régulé les transports et déplacé le centre de gravité des intérêts maritimes de Marseille vers la Corse. Et ça, je crois que les Corses l'attendaient. Mais nous avons aussi annualisé un certain nombre de moyens de transport. Nous avons rétabli un certain nombre d'indicateurs au plan économique. Nous avons fait reculer le chômage, dont je veux rappeler ici qu'il est passé pour la première fois depuis 2012, même s'il reste trop important, en dessous de la barre des 10%. Il se stabilise à 9,5, 9,6. Nous avons engagé la Corse dans une trajectoire de développement durable, de maîtrise de l'énergie, de ses outils stratégiques. Alors bien sûr, tout est perfectible. Bien sûr, tout est à construire. Mais ce pays, et le chômage baisse comme au niveau national. Il a tendance à baisser plus tard et plus vite. Plus tard et plus vite. Mais ce pays, vu l'état pitoyable dans lequel on l'a récupéré, ça n'est pas le terme adapté. Mais au terme des élections qui nous ont permis de gagner, voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je le dis, il va mieux. Il doit aller beaucoup mieux et beaucoup plus vite. On a le sentiment de vous entendre. Mais ça n'est pas en opposant débat institutionnel et constitutionnel et débat du quotidien, comme le font nos adversaires, que l'on peut avancer. Chacun sait que tout est lié et que ce pays
pour se développer, il a aussi besoin d'une réforme institutionnelle. À vous entendre, on a le sentiment que vous venez de faire le bilan de vos 2 ans et demi passés à la DEC, bien plus que le bilan de cette majorité territoriale. On vous a entendu très critique l'an dernier, juste avant les législatives, quand il y a eu cette vaste hésitation sur la désignation des candidats. Vous aviez dit à ce moment-là que certaines personnes avaient eu des attitudes déloyales, injustes et malhonnêtes. Ma question, elle est simple aujourd'hui. Quelles sont vos relations avec les autres composants de la majorité territoriale et spécifiquement avec Gilles Siméon? Alors, vous mettez le doigt sur un problème, et je ne parle pas de Gilles, qui appelle une vraie discussion. Sur le plan des institutions, je continue de dire que le bilan de la majorité, pour perfectible qu'il puisse être, est un très bon bilan, et vous ne me prendrez jamais en défaut de déloyauté. Vous l'avez dit, pas sur les déchets, pas sur un certain nombre de dossiers. Avec mes amis constitutifs de la majorité, et je m'y inscris totalement, sans la moindre ambiguïté. Mais vous avez dit aussi, je reprends vos propos, récemment, des centaines de militants ne sont pas satisfaits de la politique menée, ni en termes de ligne politique, ni en termes de fonctionnement au quotidien. Aujourd'hui, le début de la mandature nouvelle n'a rien changé, il n'y a pas eu de rupture. Aujourd'hui, je vais y revenir, il n'y a pas de difficulté. Aujourd'hui, je le redis, je suis totalement inscrit avec mes amis, vous les connaissez, dans la majorité territoriale. Il n'est pas question pour vous de faire un groupe PNC à l'Assemblée ? Non. À ce stade, il n'en est pas question. À ce stade, il n'en est pas question. Mais je voudrais terminer. Sur les mouvements et sur la question lancinante, pas partout, mais quand même, de Fais-moi Goursiga, sur le paysage politique du mouvement nationaliste, j'ai effectivement un certain nombre de propos qu'on ne peut pas interpréter systématiquement comme étant des propos critiques ou des griefs de principe. J'ai une analyse. Et je vais la faire partager aux Corses, même si pour l'essentiel, ils la connaissent déjà, et je crois pour beaucoup, la partagent aussi. Moi, je considère qu'effectivement, durant la période que vous avez qualifiée, Sylvia Coivive, pré-législative, on a eu un certain nombre de problèmes. Moi, je considère que le mouvement national, il est pluriel. Et surtout, qu'il doit rester un mouvement militant. Je m'explique. Moi, je suis partisan de l'autodétermination. C'est clair. De l'autodétermination. Et je considère l'autonomie, sur laquelle nous sommes entendus avec nos partenaires de Corsica Libre et de Fais-moi Goursiga, comme étant un passage obligé et volontiers sur une dizaine d'années. Dizaine d'années au terme de laquelle, nous n'avons pas encore obtenu l'autonomie, le peuple corse, par voie référendaire ou tout autre moyen, se déterminera. Mais l'autonomie, telle que proposée aujourd'hui, ça n'est rien. Ça n'est même pas une autonomie. J'entends qu'on agite le terme. Mais dès lors que nous ne disposons pas, et je reviendrai au sujet, du pouvoir législatif ou réglementaire, pas plus que de l'autonomie fiscale, que le peuple corse n'est même plus évoqué, alors même qu'en 91 il l'était, et qu'il a fallu qu'il subisse la censure du Conseil constitutionnel il y a 30 ans et plus. Les fondamentaux ont été oubliés, pour vous nous dites ? Tomber en des études, entre guillemets, au moins du point de vue de Paris. Bon, aujourd'hui, les choses sont claires. Le combat continue, mais je le dis sans surenchère, je le dis sans emphase, je le dis sans romantisme, je le dis avec la pleine lucidité d'un responsable politique et d'abord d'un militant de la nation corse qui voit effectivement que ce pays, malgré le fait que nous le gérions aujourd'hui, il continue de connaître une crise que Paris aggrave. Alors, quelle est la réponse ? La réponse, elle n'est pas, et je le dis tranquillement, que dans la gestion benoîte, docile, des institutions de la Corse. Elle est aussi dans un rapport de force politique dont je veux redire ici, comme je l'ai dit il y a quelque temps, qu'il est à réinventer. Et c'est en cela, Patrick Vinciguer, que je parle de militants critiques. Moi, j'ai vu, et j'en vois toutes les semaines, des militants nationalistes qui sont engagés depuis des décennies dans le combat, qui pour beaucoup ont sacrifié des années de leur liberté, qui pour certains d'entre eux évoquent, et à raison, le sacrifice de ceux qui ont laissé jusqu'à leur vie, et qui nous disent, mais attendez, 40 ans après, pensez-vous que gérer les institutions, sans donner au mouvement et aux militants une ligne politique claire, ce soit le résultat attendu? Donc moi je le dis, on peut demander que les mouvements, que les militants soient de nouveau au centre du jeu, qu'ils le soient sur une ligne politique claire, en cohérence totale avec les 40 années passées, qui pour moi est une ligne d'autodétermination, sans être pour autant... Pour aller vers l'indépendance, parce qu'autodétermination c'est un mot valise, on peut y mettre ce qu'on veut. C'est pas un mot valise, c'est un concept juridique qui est validé. Généralement la question c'est pour ou contre l'indépendance. Universel et qui permet
et qui permet au peuple de se déterminer librement. La question de l'indépendance, et vous le savez, n'est pas posée en l'état pour 2 raisons. La première, c'est que nous avons validé le principe d'autonomie pour 10 ans. C'est la deuxième, c'est qu'à mon avis, il faudra bien plus de 10 ans pour amener ce pays vers des voies de souveraineté plus avancées. Mais cette question-là, moi je me refuse à la trancher aujourd'hui. Mes enfants et les vôtres, ils la trancheront. Aujourd'hui, construisons l'autonomie, faisons-la vivre, mais construisons une autonomie qui ne soit pas une autonomie technique, qui ne soit pas une autonomie qui se limite à compartimenter les sujets et à essayer de mieux les régler, mieux que nos prédécesseurs. Le propos n'est pas là. Nous avons été élus par les Corses pour faire vivre un principe de nation sans État. On n'en est pas, encore une fois, à demander l'indépendance demain matin. Et vous connaissez mon point de vue sur le principe. Moi, je suis fondamentalement opposé à tout retour à la violence politique, dont j'entends ici ou là qu'elle pourrait légitimement peut-être aiguiser un certain nombre de tentations. Je le dis tranquillement, ce retour en arrière, ou ce retour à ce qu'on pourrait appeler l'un de nos fondamentaux, il n'est pas possible, il n'est plus permis. Aujourd'hui, il faut un combat qui demeure un combat exclusivement public et démocratique. Pour porter ce combat, est-ce qu'il faut un mouvement, qui doit rester un combat politique. Alors, on en vient donc à la question. C'est difficile de vous couper, hein. C'est très compliqué. Bravo. Parce que vous... Mais est-ce que aujourd'hui, on attendait la création annoncée à grand renfort de discours d'un parti unique, d'un parti Femagourse qui soit en capacité de porter le message de la majorité territoriale. On avait, je crois, une assemblée constitutive prévue là. Vous aviez une assemblée constitutive prévue début 2018. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? Alors, bon, premièrement, la majorité territoriale n'est pas réductible à Femagourse. La majorité territoriale, c'est Peagourse. Et Peagourse, c'est Femagourse, le PNC et INSEM, et c'est Corsica Libre. Ça, c'est important. Et pourquoi ? Parce qu'il y a quand même un choix que l'on a fait, et sur lequel je ne vous fais pas de reproche, je vous trouve étrangement silencieux. On inverse les rôles 10 secondes. Nous avons fait une liste unique au premier tour. Oui. Bon. Donc, à un moment donné, il faut qu'on dise les choses. Quand nous faisons Femagourse en juillet, et je n'ai pas pour intention, avec mes amis, de tout remettre en question, même si des ajustements sont à faire. Nous avons, il faut qu'on se le dise, sinon on ment aux gens, l'idée de bâtir 2 listes au premier tour. Il faut qu'on se le dise. En septembre, sur les parvis de l'université, en un lieu hautement symbolique, nous décidons du principe d'une liste unique. Et en octobre, nous lançons la démarche de FEM dans l'idée de booster la campagne à venir et de formaliser un certain nombre d'engagements. Au municipal, nous partirons vraisemblablement unis. Est-ce qu'il y a déjà des accords municipaux à Bastia, à Porto Vecchio? Il y a un accord stratégique dont je veux rappeler qu'il nous engage pour 10 ans sur tous les combats. Ça veut dire qu'à Bastia, par exemple, la liste qui sera conduite le sera avec des gens de Corsica Libre. Bastia est particulier parce que c'est une ville dans laquelle nous sommes déjà aux responsabilités. Avec d'autres partenaires. Avec d'autres partenaires. Et je laisse ce soin à mes amis bastiais que je soutiens d'inventer la doctrine la plus adaptée. Mais je crois pouvoir dire que là, comme ailleurs, et à Porto Vecchio singulièrement, je vous le dis sereinement, et je crois pouvoir engager mes amis de Corsica Libre avec lesquels on a commencé à en parler, il y aura bien sûr, une liste unique. Mais comment voulez-vous que l'on explique que l'on a bâti une liste unique au territorial, ce que nous n'avions jamais fait dans ce format-là, pour ensuite nous diviser au municipal, qui appelle bien plus que les territoriales, au cours desquels on peut fusionner au second tour. Des rapprochements qui sont des rapprochements clairs et préétablis. Donc, liste unique au territorial. Liste unique, vraisemblablement, avec d'autres, dans un contrat d'ouverture progressiste et autres, au municipal de 2020. Donc aujourd'hui, le débat, il y a un débat, Femagourse. Moi, je l'entends. Et il est légitime. Mais il y a aussi un débat. C'est vous qui l'avez lancé d'ailleurs. Parce qu'habilement, vous bottez en touche. Non, je botte pas en touche. C'est moi qui a annoncé en grande pompe la création d'un parti unique Femagourse. Il y a aussi un débat Peagourse. Moi, je le redis. Ça, c'est vous qui le lancez. La majorité territoriale. Il faudrait peut-être demander à Gilles Simeone s'il est sur la même ligne. Vous me poserez la question. Avec Gilles Simeone, on a, comme vous le savez, une multitude de sujets d'accord, et on a, et c'est heureux, quelques points de désaccord. La majorité territoriale, ça n'est pas un bunker dans lequel chacun serait obligé d'avancer au pas cadencé. Moi, je l'ai dit, bâtir demain, et qu'importe le nom, y compris Peagourse, et on n'en est pas là, puisque ce n'est pas le souhait de Corsica Libre, pas plus à ce stade que le nôtre. Un parti Godillot, un parti Croupion, une assemblée de supporters, ça n'est pas notre souhait. Nous, ce que nous voulons, c'est bâtir une démarche politique respirante. Alors on nous dit... C'est le reproche qui est fait à la majorité d'Emmanuel Macron, ça, la majorité Godillot. J'y arrive. Et pardonnez-moi de le dire, c'est un peu vrai. Mais quand vous dites un club de supporters... J'ai été en début de semaine voir nos amis parlementaires à Paris. Je constate bien,
et vous le voyez d'ailleurs dans la tentative aujourd'hui développée de créer un groupe nouveau dans l'hémicycle du Palais Bourbon, le 8e, qu'existe une difficulté quant à rassembler une majorité aussi écrasante. Et moi je l'ai dit, je le répète, une majorité absolue, une collectivité unie, un parti unique. Attention, attention, moi aujourd'hui je pose 3 questions, et je les pose publiquement. Quelle stratégie? Vis-à-vis de l'État, moi vous l'avez compris, je ne suis pas partisan de la capitulation, et je sais que ce n'est le cas d'aucun nationaliste. Mais comment réengage-t-on le mouvement dans un rapport de force d'un type nouveau? Au Congrès demain, puisque la proposition d'article aujourd'hui constitue un point d'entrée, pas un point de sortie. Bon. Et sur le terrain des combats du quotidien, qu'il nous faut réapprendre à maîtriser, à développer. De quel projet de société? On n'en parle jamais. Mais justement, ce pays, précisément, j'y arrive. Parce que là, je suis halluciné, on passe des territoriales au municipal et au milieu il se passe rien. Non, parce qu'on parlait de l'accord stratégique et je vous ai dit qu'il nous engageait sur les municipales. Voilà. J'ai parlé, avant que vous ne le fassiez, dans 2 minutes on va parler du budget, pas pour devancer votre question, sur le principe du projet de société. J'ai été de ceux qui ont appelé le mouvement national à dire quel type de pays voulons-nous construire. On a 20 à 25 000 personnes qui vivent autour, en deçà du seuil de précarité. On a un débat récurrent 20%, donc et légitime, encore davantage parfois. On a un débat récurrent et légitime sur l'urbanisme commercial et la création de monopoles. Vous avez participé d'ailleurs à l'inauguration de l'Atrium avec Gilles Simeone. Hein. Nous étions à l'Atrium avec pas forcément un bon Gilles Simeone et d'autres, pour des raisons, nous l'avons dit, de courtoisie. C'est un peu schizophrénique comme position. Pas du tout, et qui était lié à la création d'emplois. Mais je vous rappelle quand même que lorsqu'il a fallu, Patrick Mutuer, que quelqu'un s'oppose à ce que la collectivité soit délocalisée à l'Atrium. Les mêmes qui nous ont critiqués en disant ils y sont sous allés. La mandature de Paul Jacob. Étaient peu loquaces, pour ne pas dire complices, pour beaucoup. Et quand il a fallu ensuite dire de l'Atrium, comme d'autres modèles, à Luciane et ailleurs, qui ne correspondaient pas du tout à notre modèle de société. Et vous l'avez dit entre deux villages à Patrick Euroc. Nous l'avons dit pas régulièrement. Patrick Euroc, qui est un garçon au fait des choses, ne peut pas ne pas le savoir. Comme tous ceux. Dont on rappelle et il n'y a pas, qu'il est l'entrepreneur. Et il n'y a pas de critique à nominem. Le problème, ce n'est pas Patrick Euroc ou d'autres. Le problème, ce sont les mécanismes qui sont à l'œuvre. Et nous respectons tous ceux qui veulent à un moment donné investir, mais à des conditions qui ne peuvent pas être celles-là. Le modèle, encore une fois, il est à remettre en question. Et j'attire votre attention sur le fait qu'à la prochaine session, nous aurons, sur proposition de la majorité, un débat sur ce thème. Donc, nous ne voulons pas occulter. Donc, une stratégie, un projet de société et une gouvernance. Qui fait quoi? Veut-on un parti qui soit dirigé par ceux qui dirigent déjà la collectivité, ou bien une instance qui soit aussi un lieu de confrontation critique? Donc, vous l'avez compris, le PNC va tenir son AG le 9 juin prochain. Le 9 juin prochain à Corte. Il va débattre amplement et démocratiquement de ces questions-là. Il va revoir ses partenaires de Fermo Gorsiga, comme il les a vus il y a quelques jours à peine, je vous le dis publiquement, et il prendra une décision. Mais quoi qu'il en soit, nous ne détruirons pas Fermo Gorsiga, nous n'affecterons pas la majorité territoriale, nous l'enrichirons, nous l'amplifierons, et nous lui donnerons, avec d'autres, les termes d'une stratégie, d'un projet et d'une gouvernance qui vont nous aider à être mieux ensemble, et surtout à rendre notre peuple plus heureux, parce que c'est quand même le but de l'opération. La transition est tout trouvée, c'est l'heure de Ubuntu où nous allons accueillir votre contradicteur et nous allons évoquer la prochaine session de l'Assemblée de Corse où il sera question de budget. Et votre contradicteur, c'est Paul Giacomogne, ancien syndicaliste, enfin toujours, on le reste toujours, et membre du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Je vous en prie. J'ai écouté cette première partie du débat avec une certaine attention. Vous avez fait état de phénomènes sociétaux, liés au sport notamment, oui. Et je peux partager l'ensemble des réflexions qui ont été ici menées. Et puis, vous vous êtes concentré sur les questions politiques, et notamment sur la révision constitutionnelle et tout ce qu'elle produit. Il y a 2 ans, à peu près à cette même époque, dans ce même studio et en votre compagnie, j'avais en face de moi le président du Conseil exécutif, Gilles Simeone. Et je lui posais la question suivante. Nous avons 60 000 personnes au seuil de précarité, 23 000 chômeurs. Qu'avez-vous l'intention de faire? J'ai observé ce qui a été fait. 2 ans après, les chiffres sont têtus et la situation est la même. Pour y répondre, constatant que les politiques publiques qui avaient été menées jusqu'à aujourd'hui étaient dans une situation d'échec,
on apprenait la réforme constitutionnelle et la réforme des collectivités territoriales. Ça allait être le remède à tous les maux. La fusion des 2 départements, la création d'une collectivité unique, l'appel à des compétences nouvelles et à des principes d'autonomie co-gérés éventuellement avec l'État, on allait voir ce qu'on allait voir, ça allait donner le meilleur. Une question, Paul Giacoboni. Alors, attendez, parce que au-delà de tous ces constats, il faut s'en tenir au principe de réalité. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce que la Corse aujourd'hui a comme demande? Elles sont énormes et reconnues, y compris par le président du Conseil exécutif, dans les rapports successifs qu'il soumet. Et quels sont les moyens que l'on a pour y répondre? C'est toute la question de la réalité économique et sociale de la Corse. Ces moyens, je regrette de le dire, ils sont extrêmement limités. Ils sont loin de répondre aux ambitions des programmes que vous avez développés dans votre campagne, et ils sont encore plus loin d'assurer de façon pérenne toutes les questions et toutes les décisions qui pourraient être mises en œuvre pour développer l'économie locale et pour rééquilibrer la société insulaire. Oui. Vous avez aujourd'hui, toute collectivité confondue, 1,6 milliard de budget. Vous avez un peu plus de 340 millions en investissement. Le reste, c'est du fonctionnement. Ça veut dire un écart de 1 à 5. Le contexte est encore plus compliqué parce que par les directives gouvernementales qui vous imposent de faire des économies sur le fonctionnement, de reconstituer votre épargne nette et de vous endetter. Je rappelle que la dette de la collectivité territoriale est de 870 millions d'euros, la dette globale, auquel il convient de rajouter éventuellement par prudence le résultat juridique de quelques conflits en cours avec Corsica Ferry, et notamment, en second lieu, un emprunt toxique qui reste l'héritage du département de la Haute-Corse. Une petite question, Paul Giacoboni, quand même. Après le constat, parce qu'il n'aura pas le temps de répondre. Non, mais j'y arrive. Donc le constat est relativement amer. On est même dans l'hiver budgétaire, voire c'est presque une époque glaciaire qui se précise. Non, mais c'est la réalité, parce que les chiffres, malheureusement, ils sont têtus. Et donc, premièrement, est-ce que vous allez contractualiser avec l'État la pénurie budgétaire? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et qu'avez-vous l'intention de faire pour répondre maintenant, vous l'avez dit tout à l'heure, à ces impatiences qui commencent à se manifester? Et comment allez-vous faire à partir du moment où vous aurez une année blanche budgétaire? Compte tenu des délais de la mise en œuvre du budget 2018, on aura une année blanche pour répondre également à un certain nombre de manifestations qui se feront entendre, notamment en provenance des professionnels, sur les moyens dont ils veulent disposer. Alors, Paul, déjà, vous me permettez, et je vous en remercie, je suis content de pouvoir débattre avec quelqu'un que je connais depuis longtemps et qui est un syndicaliste émérite, parce que ça permet d'éclairer la problématique globale sous un angle qui est double. Il y a la question économique que j'incarne avec mes amis au sein du Conseil exécutif, et la question sociale. Et à travers la DEC. À travers la DEC, bien sûr, à titre principal. Et la question sociale qui est consubstantielle de notre projet de société. Moi, je veux dire tranquillement ici que je préside une agence qui est mal nommée. Moi, j'aurais bien aimé qu'on parle d'une agence de développement économique et social de la Corse, parce qu'on ne peut pas opposer les deux, sauf dans des schémas dont je veux dire ici très clairement, je parlais plutôt de projets de société, qui seraient ultralibéraux et auxquels... Vous avez raison, voilà, la traduction budgétaire de ce que vous venez de dire. Comme vous, Paul. Jamais mon propos avant que de vous répondre précisément. Donc nous ne sommes pas dans une approche ultralibérale. Laquelle approche ultralibérale, souvent, s'accommode paradoxalement d'une forme d'orthodoxie budgétaire au sens d'un dogme qui consisterait à restreindre les dépenses publiques considérées par principe, souvent, comme étant inutile ou inefficace, donc il faut qu'on pose les choses tranquillement. Mais c'est la structure des choses qui vous j'y arrive. Nous avons un constat qui n'est pas celui qui peut le formuler par ailleurs. Deuxième idée. Je suis taraudé par la question des chiffres du chômage. Et quand je disais 20-25 000, Sylvia Coy me l'a fort justement fait remarquer, je parlais du nombre de chômeurs et pas du nombre de précaires.
dont vous avez redit, Paul, avec justesse, qu'il était plus proche des 50, 60 000 au moins. C'est des minima. Ce sont des minima. Les minima sociaux que des 20 à 25 000 demandeurs d'emploi, même si encore une fois le nombre a baissé, mais ça reste considérable dans une économie aussi étriquée ou aussi modeste en taille que la nôtre. Notamment avec une paupérisation de ce système qui va sur les questions de santé. Tout à fait, de santé publique notamment. J'en arrive à votre propos sur les traductions budgétaires. Oui. Nous avons aujourd'hui un budget dont je veux dire, non pas pour botter en touche, mais pour être précis, qui est un budget de transition. Oui, vous savez que nous sommes, pour des raisons de toute nature, contraints à adopter un budget qui consacre les actes de gestion et les engagements des 3 collectivités qui ont précédé la collectivité unie. Oui. Le rapport Kopfler, qu'on ne peut pas suspecter lui aussi de complaisance à notre endroit, dit des choses. Il est dit en termes de fonctionnement et d'investissement, notamment il dit qu'il faut serrer la ceinture. De la part des 2 collectivités départementales, et ça n'est pas les accabler que de le dire, et singulièrement de la collectivité départementale de Corse du Sud, ça, avec un investissement qui n'a pas été proportionné, et surtout des dépenses de fonctionnement, et notamment des dépenses de personnel, qui ont été extravagantes. Bon, donc nous aujourd'hui, nous avons, vous l'avez dit, un ratio investissement-fonctionnement qui est de l'ordre de 70-30. À peu près 900 millions qui vont être dédiés au fonctionnement et 300-350 millions qu'on va essayer d'engager dans la voie de l'investissement productif et vertueux. Moi, je voudrais attirer votre attention sur un point. Quand on investit 300 millions, on n'investit plus que la moyenne du réalisé des 3 collectivités cumulées. La moyenne d'investissement des 3 collectivités cumulées, c'est en gros 250 à 300 millions d'euros. Vous savez très bien que dans ces 300 millions, il y a des programmes plus réalisés, la technique des coûts partis. Si l'on arrive à réaliser 300 millions d'euros en intégrant les coûts partis que nous sommes obligés d'intégrer, Paul, et les coûts que nous voulons réaliser, nous sommes au-delà sur une année de transition. En ayant essuyé les plâtres des collectivités qui nous ont précédés, d'ailleurs le rapport Kopfler, il dit clairement, c'est pas Jean-Christophe Angelini qui le dit, cabinet conseil, que les marges de manœuvre qui permettent aujourd'hui d'asseoir un budget qui n'est somme toute pas un budget aussi féroce que ça, c'est la collectivité territoriale qui les a générés en engageant dès 2015-2016 une trajectoire de désendettement dont je veux rappeler ici qu'elle donne lieu à un nombre d'années de 5,6 d'années de désendettement, ce qui nous situe pour une collectivité qui n'a aucun équivalent par ailleurs dans la moyenne plutôt basse des autres territoires ou régions. Jean-Christophe, je termine. Vous arrivez en fin de PUI. Si on met, nous négocions en parallèle. Vous êtes en train de construire des programmes neufs dans la réflexion. Vous êtes en train de parfaire l'harmonisation de la collectivité et de sa structuration, de son architecture. Bien sûr. On est en transition. Ce que je vous dis, les Corses attendent. est déterminant. Les Corses ont raison d'attendre. Mais je veux dire aux Corses, à travers vous, à travers ceux qui nous écoutent, qu'ils ont des résultats qui vont bientôt arriver. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, comme vous voyez la traduction budgétaire, si nous maintenons le niveau d'investissement public, je le répète, à un degré supérieur à celui consenti initialement et en moyenne par les 3 collectivités, si nous continuons à harmoniser les politiques publiques, vous êtes un syndicaliste, vous savez que le coût de la collectivité, pour ce qui est de l'harmonisation des statuts des personnels, il n'est pas neutre. Mais là aussi, nous prenons un engagement et nous posons un acte qui est un acte de nature profondément sociale parce que nous ne voulons pas que les 4400 ou 4500 salariés de la collectivité nouvelle soient des agences et des offices, sans ceux des agences et offices qui sont au nombre de 700 et à l'endroit desquels nous avons aussi ouvert une réflexion. Oui. Donc nous ne voulons pas qu'à l'endroit de ces 5000 et quelques salariés, attendez Paul, c'est fondamental, je veux pouvoir le dire, nous ayons une approche à 2 vitesses. Donc je le répète, harmonisation des statuts des personnels, budget de transition, avec 300 millions d'euros d'investissement, nous ne contractualiserons pas avec l'État parce que la trajectoire que nous propose l'État n'est pas acceptable, que nous ne voulons pas gérer la pénurie et que nous ne voulons pas tomber dans un piège qui consisterait pour nous, à court ou moyen terme, à nous acquitter des pénalités qui, immanquablement, nous seront demandées et dans lesquelles, je le répète, comme nous l'avons dit lors des débats budgétaires, et notamment lors du DOB, nous n'entrerons pas, Paul. Mais les Corses attendront encore parce que non seulement le statut d'autonomie prendra 10 ans, le président de l'exécutif. Vous verrez qu'ils n'attendront pas. C'est la fin de cet échange, nous aurons des résultats. Je l'espère. Et je prends date avec vous, Paul. Merci, Paul Jacomone, de vous être prêté à l'exercice. Merci. Et nous allons retrouver donc Patrick et Roger pour le débriefing. On commence par vous, Roger. Oui, alors, hors
l'échange qu'on vient de vivre. Je trouve que cette émission ressemble finalement à la mandature dont je voudrais rappeler qu'elle est à son mi-temps. Pas encore à sa mi-temps, j'ai l'impression que le jeu n'a pas encore commencé. 10 minutes à parler de football, de propos anti-corse, et c'est nous, par nos questions, qui nous y avons entraîné. 14 autres minutes à parler réforme des institutions, blocage des relations avec le gouvernement, rapport de force avec le pouvoir central dont on le sait qu'il ne sort rien de bon. 10 minutes enfin à parler d'architecture de la majorité territoriale, de relations entre les courants, autonomistes, autodéterminés, indépendantistes, à passer d'une élection, les territoriales, à peine bouclées, au municipal de 2020. Vous êtes à la mi-mandat, je le rappelle, ça peut être aussi le temps du désenchantement, ça devrait être en tout cas le temps de l'action, et vous n'avez pas, me semble-t-il, apporté la démonstration que vous pouviez gouverner ce pays mieux que d'autres. Et je prendrai deux exemples. La crise des déchets, dont on n'a pas parlé, mais on parlera peut-être, et la mise en œuvre poussive de cette collectivité unique, on le sent. Alors, vous ne manquez pas, Jean-Christophe Angelini, d'énergie, de talent tribunicien, pas même d'idées, vous en avez beaucoup. Et moi, je me demande ce qui coince vraiment pour que cette majorité-là aille de l'avant. Patrick, et ensuite vous répondez. Bien sûr. Alors, je serai bref, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, d'une part, et que d'autre part, depuis 20 ans que vous êtes engagé en politique, Jean-Christophe Angelini, vous êtes rompu à l'exercice du débat et vous en sortez plutôt bien, même bien. C'est encore le cas ce soir. Vous êtes un des poids lourds, il est vrai, un des poids lourds de l'exécutif, brillant, à l'instar d'un Gilles Simeone. Cela dit, au-delà de ce talent de tribun, au-delà des circonlocutions, d'une certaine langue de bois, parfois on attend, en tout cas j'attends de vous un peu plus, que vous fendiez l'armure, que vous sortiez du bois. Parce que chez vous, on sent ce désir de ne plus être un simple faire-valoir de la majorité territoriale pour jouer votre propre carte, de ne plus être, comme aurait dit l'autre, un simple collaborateur de Gilles Simeone. On perçoit ce désir d'émancipation, et pas que pour la Corse. Or, pour l'instant, on l'a encore ressenti ce soir, vous semblez réfréner, vous semblez contenir cette ambition. Jusqu'à quand? Peut-être les municipales et la mairie de Porto Vecchio? Vous souhaitez répondre sur du concret, sur des traductions concrètes? D'un mot rapide, pour répondre à Roger Antech et à Patrick Michelouer, sous forme, et n'y voyez aucune malice excessive de plaisanterie, mais vous me posez des questions et vous vous étonnez que j'y réponde. Vous savez que j'ai grand plaisir, et vous voulez que je vous dise... Les responsabilités partagées. Davantage de plaisir à aller sur le terrain des dossiers et des idées que sur le terrain de la politique. Je ne dis pas que la politique m'ennuie. Vous savez que je milite depuis longtemps et que je l'aime. Ça vous passionne en tout cas. Mais le débat d'idées, les projets, les dossiers que je porte à l'ADEC et au Conseil exécutif en général, c'est ce qui aujourd'hui, je le dis tranquillement, me passionne au moins autant, sinon davantage. Donc vous m'avez interrogé au plan politique. On aurait pu poser toutes les questions possibles sur le sujet technique et j'aurais répondu avec grâce, en sachant quand même, et je voudrais citer ce chiffre-là, puisque vous parlez de concret, vous avez raison, que lorsque j'ai pris les rênes de l'ADEC, elle avait 9,3 millions de crédits à l'action économique. Cette année, nous allons en dépenser 25, avec les crédits de la collectivité, ceux du PEI, du FEDER et du FSE. C'est vous dire que nous sommes dans le concret, qu'à l'ADEC, nous recevons 50 demandes d'intervention par semaine, que nous aidons des centaines d'entreprises et que nous sommes aujourd'hui en capacité de réorganiser un écosystème, parce que j'ai souvent eu l'occasion de dire qu'il n'y a pas d'autonomie et d'émancipation politique ou sociale sans émancipation et autonomie économique. Sur le reste... L'office foncier, est-ce qu'il y a des choses concrètes, très concrètes? Il y a des choses très concrètes. L'office foncier, Sylvie Acquavive, il acquiert très régulièrement des biens foncier immobilier, un rythme très soutenu. Là aussi, et ça n'est pas mettre en cause celle qui m'a précédé, puisqu'elle était au début de la démarche, Maria Giudicelli, que de le dire. Mais l'Office foncier, il avait 3 millions d'euros de budget et du PEI. Il a augmenté la part de TSE, taxe spéciale d'équipement. Il a consommé déjà 8 millions d'euros de PEI. Il s'apprête à signer avec la Villa Iaccio et la CAPA, avec la CAB aussi, je l'espère, bientôt, des conventions d'objectifs pour plusieurs millions d'euros. Il a acquis le château de Stopiel, il a acquis l'îlot de la Poste à Bastia, il a acquis l'ancienne chambre d'agriculture d'Ajaccio, il a acquis des maisons à Palace, à Chamanach, à Corbar. Il est dans une dynamique très forte
il a des acquisitions que je tairai pour l'instant puisqu'elles doivent être décidées en conseil d'administration et non pas par le seul président, qui vont changer la physionomie du foncier de l'immobilier dans l'île, et il a plein de projets. Donc je ne peux pas vous laisser dire, parce qu'on a beaucoup parlé de politique, à votre demande, chers amis, que nous ne parlons que de politique. Mais c'est vous aussi un parfum naturel, je ne parle pas de vous, mais c'est un... Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans le concret, et je crois qu'il faut, je ne m'adresse pas à vous, parce que j'ai trop de respect pour la profession de journaliste, et je ne me permettrai pas de juger votre travail, je ne le fais jamais, je vous prends témoin. Jamais. Mais il faut accepter l'idée qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus où nous déployons du concret, où ce concret a peut-être été masqué par une séquence trop institutionnelle, trop constitutionnelle, que l'on ne perçoit pas encore. Et dont on commence à percevoir les effets. Les 25 millions dont vous parlez de la DEC, pour l'instant, c'est assez cosmétique. Non, c'est pas cosmétique. Enfin, on peut pas dire ça. La traduction concrète est assez cosmétique. Je vous donne quand même 3 éléments. Premier élément, le nombre de chômeurs, on l'a vu, a baissé. Il est tombé sous la barre des 10% il a baissé, pour la première fois depuis 2012. Vous bénéficiez d'une conjoncture nationale et internationale. C'est plus 2,3 sur un an. Qui ne serait pas aussi propice en Corse si nous n'avions pas accompagné. 2, nous allons investir 25 millions. Mais il ne faut pas considérer, Patrick Mutschiguer, les 25 millions de façon isolée. Le mot de la fin sur 1 minute 30. Ils ont un effet levier qui est de 1 à 4, voire de 1 à 5. Le crédit bancaire en Corse, à l'investissement productif, c'est quoi? C'est 1,2 milliard. 600 millions à la dépense publique, au soutien à la dépense publique, et 600 millions à l'investissement privé. Quand la DEC, la CADEC, FEMUGUI, tous les outils financiers, sans compter les FIP, qui bougent à peu près 70 millions d'euros, investissent 170 millions dans l'économie de la Corse. Il y a un effet levier qui est énorme. Donc vous ne pouvez pas dire, vous avez un budget cosmétique où vous faites du saupoudrage, alors même que l'effet levier, il est avéré. Deuxième indication, alors que le taux de sinistralité des entreprises, il était très fort, trop inquiétant, il a baissé de manière considérable. Il y a eu 168 liquidations judiciaires dans les 2 tribunaux de commerce l'an dernier, contre des centaines auparavant. Troisièmement et enfin, on a aujourd'hui un recours, je dirais, à la création d'emplois et d'activités ainsi qu'au crédit, qui est beaucoup plus important. Donc moi je vous le dis, les transports c'est stabilisé, l'énergie c'est en passe de l'être. Le sujet économique et fiscal, il est maîtrisé en plein développement. La question de la précarité, on y travaille. La langue, la culture, l'eau, qui est au cœur des préoccupations, on s'y approprie. On aura J'ai bien compris, nous allons raccrocher, il nous reste 15 secondes. Très bientôt. Vous reviendrez pour les résultats avec la majorité. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de nous rester fidèles. À dimanche prochain. Bon Azer.